Excusez-moi pour ce petit problème technique, un de plus. Alors, nous en étions donc à la troisième question. Là, sur la troisième question, il s'agissait d'étudier le document 1 du Polycope, qui était une photographie où on vous montrait 4 personnages, le président du Parlement européen, le président du Conseil européen, jusque-là rien de bien étonnant, hein, nous sommes dans une conférence européenne, donc siègent les principaux présidents des différentes instances européennes, et puis à côté de ces deux présidents, chose plus surprenante, eh bien, il y avait Angela Merkel, chancelière allemande, et François Hollande, le président de la République française de l'époque. Alors pourquoi ces deux personnages, ces deux chefs d'État sont régulièrement présents lors de ces sommets, de ces conférences européennes? Eh bien, c'est symbolique, mais ça démontre le poids que joue le couple franco-allemand, comme on l'appelle, dans les instances européennes. On l'a vu historiquement, la construction européenne est née d'un rapprochement de ses ennemis héréditaires d'hier, la France et l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, de renouer des liens un petit peu plus pacifiques, un petit peu plus constructifs. Et donc ce couple franco-allemand eh bien, est un véritable moteur de cette construction européenne depuis les années 1950. C'est toujours vrai aujourd'hui, comme le démontrait cette photographie. Quatrième question. Il était question d'une crise dans ce document 3, et je vous demandais laquelle. Donc il s'agissait de la crise de l'euro. La crise de l'euro qui va éclater en 2008-2009 suite à une crise financière en provenance des États-Unis, ce qu'on va appeler la crise des subprimes. On expliquera un petit peu les données et les origines historiques de cette crise dans le prochain chapitre. Vous l'avez peut-être vu en écho. Pour le moment, retenez simplement que cette crise financière donc, qui va naître aux États-Unis va avoir, par effet domino, un impact très profond sur l'économie européenne. Cette crise va déstabiliser complètement les économies européennes et notamment là, ce qu'on va appeler la zone euro, c'est-à-dire tous les pays de l'Union européenne ayant adopté l'euro. Et je dirais que les pays les plus fragiles économiquement vont être ceux qui vont le plus souffrir de cette crise, qui vont être le plus déstabilisés, ce qu'on va surnommer les pigs, P comme Portugal, I comme Irlande, G comme Grèce et S comme Spain. Ce sont 4 pays parmi, on va dire, les plus en difficulté, qui vont payer le plus lourd tribut durant cette crise, mais de manière générale, on peut dire que c'est toute l'Union européenne qui va être fragilisée par cette crise de 2008. Alors, crise économique, financière, qui va avoir des conséquences politiques dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Le sentiment eurosceptique va gagner encore un peu plus de terrain face à cette crise et notamment à l'incapacité des instances de l'Union européenne à y faire face. Et l'une des conséquences, certains diront directes, d'autres indirectes, mais qui découle à coup sûr de cette crise de 2008, même si paradoxalement le Royaume-Uni n'était pas dans la zone euro. Eh bien, c'est le Brexit. Donc le Brexit, qui a été effectif le 1er janvier 2020, mais qui avait été décidé déjà quelques années au préalable. Alors, je vous demandais justement pourquoi le Brexit est-il la plus grave crise politique que l'Union européenne ait pu à affronter. Eh bien, on vous l'expliquait un petit peu dans l'article de presse qui vous était proposé, dans le Polycope 2. Retenez que pour faire simple et faire court, durant environ 70 ans, on va dire depuis que la construction européenne, depuis que les premiers jalons ont été posés, eh bien l'Union européenne, qui s'appelait au début, vous en souvenez, la Communauté économique européenne, a démarré avec un noyau dur de 6 pays, donc France, RFA, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, et qu'au fur et à mesure de l'histoire de la construction européenne, qui n'a pas été un long fleuve tranquille, nous l'avons vu, mais progressivement, régulièrement, ce nombre d'États membres n'a cessé d'augmenter, puisqu'on est passé donc de 6 membres au départ à 28 à son apogée en quelque sorte. Et
en 70 ans, hein, de nombreux pays, donc 22 au total, ont rejoint l'Union européenne, mais jamais un pays n'avait quitté le navire. Le Royaume-Uni va être le premier pays à quitter l'Union européenne, ce qui crée un précédent historique, bien entendu, et qui va plonger l'Union européenne dans une énième crise, mais une énième crise qui semble celle-là beaucoup plus profonde, je dirais, que les précédents. L'avenir nous le dira, bien entendu. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, hein, c'est ce qui était un petit peu demandé dans la dernière question, comme le démontre le passage suivant, que je vais vous citer maintenant, les eurosceptiques sortent renforcés de ce Brexit, hein, et j'ai envie de dire à peu près tous les pays, et notamment dans le nôtre, à savoir la France. Alors le passage qui l'illustrait, hein, dans cet article de l'Express était le suivant, je cite: « Son départ questionne en profondeur la capacité de l'Union à se rendre concrète aux yeux des citoyens qui peinent à percevoir sa plus-value et lui reprochent son manque d'incarnation et son caractère lointain. » Fermez les guillemets. Je pense que ça résume assez bien le sentiment des eurosceptiques, d'autant plus suite à ce Brexit. Alors nous en arrivons maintenant à la trace écrite de cette dernière leçon, de cet avant-dernier chapitre d'histoire. Donc il s'agissait de répondre à la problématique suivante: comment les décisions sont-elles prises au sein de l'Union européenne? Eh bien je vous propose comme trace écrite: depuis 2014, les décisions prises au sein de l'Union européenne ne suivent plus systématiquement la règle de l'unanimité, à l'exception de la politique étrangère et de la défense. La méthode communautaire, entre guillemets, c'est comme ça qu'elle est surnommée, domine, à savoir la Commission européenne propose les lois, le Conseil de l'Union européenne les adopte à la majorité qualifiée et le Parlement les amende et les vote à son tour. Chaque État membre intègre ensuite ses directives européennes, entre guillemets, à ses lois nationales. Ce compromis institutionnel n'a pas évité à l'Union européenne de connaître la plus grave crise politique de son histoire, le Brexit. Et je terminerai par une citation de ce même article de l'Express que je vous avais proposé en pièce jointe, donc ouvrez les guillemets. Dans ce contexte, la question est simple, comment donner un second souffle au projet européen? Point d'interrogation. C'est par cette ouverture que nous terminerons donc cette leçon. Ouverture qui illustre, vous l'aurez compris, toutes les interrogations, tous les doutes qui subsistent, plus que jamais, j'ai envie de dire, autour de l'avenir de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous proposerai, en plus du lien vers cette vidéo, de définition, hein, ainsi qu'une vidéo qui retrace un petit peu l'histoire mouvementée de la construction européenne, hein, de ses origines jusqu'au Brexit, justement, hein, qui vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Je l'avais déjà mis en lien, cette vidéo, peut-être que certains l'ont déjà vue, à ce moment-là, ils peuvent la revoir, mais ce n'est pas une obligation. Si ce n'est pas le cas, regardez, jetez un œil maintenant que le chapitre est fini. Je pense que ça éclairera pas mal de points de cette leçon, pas forcément évidente. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, du courage et surtout de prendre soin de vous. Allez, au revoir.